Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque mercredi et jeudi. Pour ma part, nous aurons le plaisir de retrouver donc des invités, des rubriques et surtout un duplex. On aura le plaisir de retrouver donc Imen Mahrougras tout à l'heure dans un duplex pour parler bien sûr de la journée de sensibilisation autour de l'autisme. Elle reviendra autour donc de cette journée de l'autisme. C'était célébré partout dans le monde hier et nous en avons parlé durant toute cette semaine. On continuera à en parler avec des spécialistes. Et puis on reviendra également sur Alger avec un médecin qui sera sur notre plateau pour parler de la journée mondiale de la santé. Ça sera célébré partout dans le monde le 7 avril. Nous y reviendrons à travers bien sûr les enjeux de la santé et surtout l'accessibilité aux soins. C'est très important d'en parler. Nous aurons le plaisir de retrouver aussi Hamid Belkacem dans sa rubrique environnement. Aujourd'hui, il nous parlera du littoral algérien. C'est une question qu'il sera donc abordée avec lui. Nous allons parler aussi de la propreté surtout du littoral et nous parlerons également bien sûr de l'environnement. Eh bien, Kemal Swig également reviendra dans sa rubrique Start-up. Il reviendra sur les enjeux également donc de ce week-end aussi et surtout du Vivatech. Il parlera de la participation de l'Algérie au Vivatech, le salon international donc des start-up. Et puis on terminera l'émission avec les vacances et surtout ces activités pour les enfants. Les jeux d'échecs, c'est en tout cas un jeu qui stimule la concentration et surtout favorise aussi la créativité et surtout l'intelligence de l'enfant. Nous allons en parler avec bien sûr le vice-président, le président de la zone Afrique des jeux d'échecs. Il sera sur notre plateau. Il nous parlera de cette rencontre qui a eu lieu du côté de Tizi Ouzou. Il nous ramènera une petite championne, une vice-championne de moins de 8 ans. Elle sera sur notre plateau pour nous parler de sa participation. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Fariel Chirk pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Elle est là, et bien ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas reçue sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Elle passe d'habitude avec Mahrez le vendredi et le week-end. Bonjour Fariel. Bonjour à vous Amel, le plaisir est partagé. Je suis heureuse de vous retrouver, de retrouver aussi les téléspectatrices et téléspectateurs de la semaine. Voilà, tout à fait. Exactement. Voilà. On vous écoute. Merci Amel. Excellent réveil à vous tous. Donc aujourd'hui, le ciel sera chargé de nuages. Le temps sera nuageux au fil des heures. Météo Algérie prévoit une activité pluvio-orageuse assez marquée en fin de journée vers l'intérieur ouest. Sur la partie sud, on notera aussi un voile de nuages qui s'étendra du nord Sahara jusqu'au sud des oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, où des pluies sous forme d'orages sont prévues au Sahara central jusqu'au Sahara oriental, à signaler aussi des soulaments de sable au Sahara central. Et puis le ciel restera voilé ailleurs. Les températures, les voici, elles repartent à la hausse par endroits. On attend cet après-midi 24 degrés à Chlef et Relizane, Tlemcen, Oran, c'est le maximum. Alger affichera 23 degrés, 22 à Tizi Ouzou, un minimum de 16 degrés à Batna, 18 à Galma, 21 degrés à Annabas Kikda. Sur la partie sud, on relèvera 26 à Béchar, 28 à Gerdaya, 25 à Biskra, 31 Hassim Saoud, Ilizi, 30 Tindouf, entre 32 et 33 au Sahara central. Il fera chaud aujourd'hui encore à l'extrême sud où le mercure atteindra les 42 degrés à Boujdbadji Mkhtar et Ngazam. Place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le temps sera voilé vers le nord. Des pluies sont prévues à Damas et Amman. Voilé aussi à Sanaa. Côté température, 36 degrés à Khartoum, c'est le maximum. 30 à Jeddah, 33 à Riyad, 27 à Koweït City comme à Bagdad aussi. 18 à Damas, un minimum de 13 degrés à Amman, 27 au Caire, 31 à Abu Dhabi sous un ciel couvert et enfin 32 à Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h10. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, merci beaucoup Fariel. Je vous en prie. Vous nous avez annoncé un temps voilé un petit peu partout. Voilà. Donc les petites températures quand même, on n'est pas à porter de grosses vestes.
Il fait pas si Non, froid non, que ça. c'est des températures printanières. Printanière, il Voilà. fait bon. Merci beaucoup, Je vous en Faliel. prie. On vous souhaite une belle journée. À vous aussi, à tout à l'heure. Midi et 19h pour d'autres rendez-vous de la météo. Avec plaisir. Voilà. On continue. Notre émission vient tout juste de commencer. On vous invite à apprécier, bien sûr, cette belle chanson, Si Kamel, qui était venue il n'y a pas très longtemps pour nous présenter ce tout dernier clip. On vous invite à l'apprécier. Voilà, vous avez apprécié ces rythmes et on va commencer tout de suite avec la santé. Notre invitée, qui est donc une dame qui travaille énormément dans la santé et surtout pour améliorer la santé de tout le monde. Et bien avec nous, Madame Nedia Allem, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. C'est le mieux que vous êtes directrice d'établissement public de santé de proximité, le PSP donc de Zeralda, oui, c'est cela? Tout à fait. Et vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de la santé, puisque nous allons célébrer le 7 avril la journée mondiale de la santé. C'est très important d'en parler. On en parle, nous, pratiquement tout le temps dans notre émission. Oui. La santé, c'est très important pour informer, pour aussi donner toutes les dernières directives donc, du ministère de la Santé également. Oui. Et surtout, revenir aussi sur cette journée donc, de l'autisme. C'était donc hier, c'était célébré partout dans le monde. Mais bon, c'est tout le mois qui célèbre... qui va célébrer l'autisme. L'autisme. Oui. Moi, je peux parler d'Alger qui s'est doté de 2 grands centres. En fait, quotidiennement, nous nous occupons de la santé mentale, qu'elle soit en milieu scolaire, en milieu universitaire ou dans nos structures de santé. Mais Alger s'est doté de 2 grands centres qui s'appellent les CISA, les centres intermédiaires de la santé et de l'addictologie. Et là, on a des psychiatres, des psychologues
qui font et l'autisme et toutes sortes de soins en rapport avec la santé mentale. Voilà, c'est très important Oui, parce tout que à bon, fait. il y a toujours donc des centres aussi de veille, des unités donc de veille pour contrôler et surveiller surtout quelques problèmes de santé, bien entendu. C'est très important. En fait, en Algérie, je pense qu'on est arrivé, on a fait un bond considérable parce que là, on est arrivé à la qualité des soins. Oui. Parce que l'accessibilité aux soins y est depuis un moment. Nous avons dans chaque contrée, dans chaque hameau, on a une polyclinique, une salle de soins qui prodige des soins de qualité. Et nous avons désengorgé un petit peu les CHU, les hôpitaux. Et nous avons des programmes de santé publique où pratiquement les 40 millions d'Algériens adhèrent à avoir la vaccination, la santé scolaire, la santé universitaire. Je pense que... Mais par habitude, je pense que l'Algérien ne s'oriente pas directement vers les santé de proximité. Voilà. Donc, C'est ça. C'est pour ça que les hôpitaux sont toujours pleins. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, notre appel, c'est d'essayer d'encourager, nous appelons les citoyens à s'orienter davantage. Enfin, nous espérons qu'il y aura moins de malades, mais à s'orienter davantage vers la proximité où les soins sont de qualité, de plus en plus de qualité. Nous avons même des médecins spécialistes. Spécialistes, puisque la tutelle a développé l'externalisation des soins, c'est-à-dire nous avons des spécialistes qui régulièrement descendent des hôpitaux vers les structures de base pour permettre aux citoyens d'avoir la proximité, le spécialiste à côté de sa contrée, de là où il habite, de son district. Voilà. Et on remarque que ces dernières années, il y a énormément de conférences, de rencontres, de débats autour donc, de la santé pour encore une fois actualiser les soins, actualiser aussi le système de la santé. Oui, en fait, on a, c'est pour ça que je des vous dis, congrès chaque week-end. chaque week-end, des dans différentes formations. spécialités. Nous avons des formations continues pour les médecins généralistes, médecins, dentistes. Nous avons d'excellents soins de base actuellement. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons fait un bond considérable en ce qui concerne l'accessibilité aux soins. C'est ça. Maintenant, bon, comme tout un chacun, nous devons ijtihadou, c'est normal, il y a toujours mieux, il y a toujours plus à faire. Je vous dis, il faut juste redonner confiance aux gens. Il faut arrêter d'aller vers les CHU, on est là, à la proximité, partout, on a des salles de soins, des polycliniques, nous avons les moyens, ils sont bien dotés, des plateaux techniques pratiquement partout. Tout y est. Est-ce que le matériel Oui, est un plateau disponible? technique, pratiquement dans toutes les polycliniques, un plateau technique, labo, radio. Non, je pense que honnêtement, on peut vérifier ça à tous les niveaux. Alors, on a vu ça que, bien sûr, les UDS aussi étaient très importants, c'est-à-dire les unités de soins donc, scolaires, de la santé scolaire. On l'a vu lors donc, de cette campagne de vaccination qui était donc, mise sur tout le territoire national. Il fallait donc se rapprocher de ces unités de soins scolaires. Elles font un travail titanique parce qu'il n'y a pas que la vaccination. Il y a le dépistage des strabismes. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui portent des lunettes très tôt parce qu'on est là à dépister plus tôt. Il y a le port des lunettes, il y a la scoliose, c'est-à-dire l'attitude, il y a la santé mentale, des enfants qui ont des petits soucis. Les UDS ouvrent même pendant les vacances afin de permettre aux parents qui sont un peu gênés pendant l'année scolaire d'être vus. Alors, est-ce que c'est les médecins qui se déplacent vers l'école ou c'est l'école qui donc oriente les enfants? Tout dépend de la contrée où on se trouve, tout dépend du lieu où on se trouve. Si c'est une zone enclavée, en général, c'est le médecin qui... Si c'est les grandes agglomérations, nous avons des UDS, des salles de soins, des locaux qui sont destinés à la santé scolaire. D'accord. Voilà. Alors, en général, dans l'école. C'est ça. Comme par exemple, bien sûr, la dyslexie, encore une fois, comment déceler que l'enfant a un retard, a un problème quelconque. Voilà, c'est ça. Les caries, le dépistage des caries, l'éducation sanitaire, apprendre aux enfants à se brosser les dents, comment se brosser les dents. Donc, non, sur ce plan-là... Récemment, il y avait la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Voilà, exactement. C'est l'école avec les IDS qui travaillent. Les IDS qui travaillent d'arrache-pied pour faire une éducation sanitaire, expliquer aux enfants, pas trop manger dehors, comment se brosser les dents, dépister les caries. Je vous dis, l'attitude vicieuse, la scoliose, les lunettes. Non, nous avons fait un bond considérable. Très bien. Je suis, mais je persiste. Les parents sont contents. Content, c'est vrai. Mais bon, plus ou moins, oui, ça fait un bon. Hein, vous avez touché bien sûr à la santé scolaire, mais pas que, puisque la santé universitaire aussi. Oui, la santé universitaire aussi. Parce que nos universités, nos sites universitaires de la santé. Tout à fait, nos sites universitaires regorgent d'étudiants et d'étudiantes, et donc nous sommes présents aussi pour les soins, pour les bobos, les petits, les grands, pour réorienter. C'est au niveau donc du centre universitaire? Oui, c'est au niveau du centre. Oui, dans toutes les sites universitaires, il y a des locaux destinés pour la santé.
santé. D'accord. Voilà. Alors c'est très important de parler aussi de la santé et du bon considérable que vous citez. Ces rencontres qui permettent aussi aux professionnels, aux professeurs aussi de la santé d'ajourner aussi leur connaissance. S'actualiser, voilà. Tout à fait. Leur connaissance avec les jeunes universitaires aussi qui commencent à travailler. Tout à fait. Les généralistes, mais pas que les spécialistes aussi qui débutent et donc se former continuellement. Pratiquement, on a un département au niveau du ministère de la Santé qui s'occupe de la formation continue. Et là, pratiquement, on a une formation continue. Les médecins, ils ont l'embarras du choix. Et au niveau de tous les établissements de santé, il y a des cellules de formation continue où les médecins font des communications et s'actualisent. C'est ça. La nouveauté, c'est depuis 3 ans, il y a eu donc la santé de proximité, c'est-à-dire les Depuis unités. 2008. Depuis 2008, ça fait encore plus longtemps. 11 ans. Mais bon, ça s'est pas encore bien généralisé, démocratisé. Les gens ne le savent peut-être pas qu'il existe des auxiliaires donc de santé, qu'il existe aussi des médecins qui peuvent se déplacer à domicile. Nous avons développé les soins à domicile. C'est ça. Donc dans chaque établissement de santé, tout dépend du caractère d'établissement. Nous avons des soins à domicile. Il y a même l'hospitalisation à domicile. D'accord. Voilà. Les EPSP, c'est les soins à domicile. En effet, nous nous rapprochons du malade chez lui, les personnes âgées, les grabataires, les malades lourds, les diabétiques, les handicapés, voilà. Qui habitent très haut, qui peuvent pas se déplacer. Nous avons développé cette activité et qui va connaître un essor important, je pense. C'est très bien. Alors, que fait la formation professionnelle dans ce secteur? Le secteur donc de la santé aussi, où il doit y avoir énormément d'auxiliaires de santé. Chaque année, vous travaillez avec eux? Oui, on travaille avec eux en coordination. Et chaque année, nous avons des produits de formation. Et nous essayons de travailler, comme vous dites, en collaboration et en symbiose, pour arriver à satisfaire le malade. Bien sûr, c'est toute une équipe, la santé. Tout à fait, Bien entendu, ça commence par, bien entendu, cet infirmier, l'aide-soignante, l'infirmière, la puéricultrice, voilà, la santé de base. La santé de base. Tout à fait. Alors, toute une formation autour de cela? Oui. Une formation, on continue. On continue. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à faire aussi, ça continue. Quelles sont les nouveautés aujourd'hui dans le domaine de la santé ici en Algérie? Le domaine de la santé en Algérie, c'est que maintenant on est au diapason des pays développés et nous allons plus vers une santé de qualité, une éducation sanitaire, éviter les problèmes de maladies entre guillemets à la mode. Hypertension, diabète. En ce moment, c'est l'épidémie de rougeole, rubéole? Non, ce ne sont pas des épidémies, je pense. Chaque année, c'est à la même période, les bébés, les enfants, c'est rougeole, rubéole, ce ne sont pas des épidémies, non, Dieu nous en préserve. Oui, bien sûr, mais en tout cas, ce sont des maladies qui sont transmissibles au niveau de la crèche, la petite enfance, Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est les collectivités, puisque toutes les mamans travaillent, les enfants sont en collectivité, et ça se transmet. Mais non, je pense que l'Algérien, il a atteint un degré de connaissance et de maturité qui fait que nous avons quand même éradiqué pas mal de petites pathologies qui étaient propres à l'Afrique. Très bien. Et Dieu merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir contribué un petit peu à la Journée mondiale de la santé. Parfait. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. On en reparlera également le 7, la journée même, Inch'Allah, dans cette émission encore une fois. Bonne journée. Merci à vous. Et bon courage. Je rappelle, Nadia Haller, vous êtes donc directrice d'établissement public de santé de proximité, donc l'UPSP donc de Zeralda. Voilà. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir sur cette journée mondiale de l'autisme. C'était donc hier et Hasna Zoubiri a touché donc ce point à travers son reportage. Regardez, on se retrouve juste après. Près de 500 000 personnes sont atteintes d'autisme en Algérie, un chiffre effarant qui ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'un enfant autiste diffère d'un autre enfant autiste. On dit qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur un signe clinique pour porter un diagnostic. Et le diagnostic de l'autisme, on le diagnostique très souvent le meilleur dépistage, il doit se faire entre 24 mois jusqu'à l'âge de 30 mois. Entre mars 2015 et mars 2016, 400 nouveaux cas d'enfants ont été diagnostiqués autistes, au moment où seulement un seul centre prend en charge cette pathologie, avec une capacité d'accueil de 176 enfants. On demande aujourd'hui à ce que les services aient une extension, et il faut qu'il y ait beaucoup de services comme celui de Chiraga à travers le territoire national. On reçoit beaucoup d'enfants qui nous viennent de l'intérieur de pays, comme c'est un service de référence, c'est un peu un service pilote. Et la prise en charge devient de plus en plus difficile vu le manque de centres.
un enfant autiste nécessite quelque chose comme 44 heures de stimulation par semaine. Donc c'est énorme et on ne peut pas répondre aux besoins de tous ces enfants. La prise en charge se fait par un pédopsychiatre, et c'est multidisciplinaire, par un pédopsychiatre qui doit poser le diagnostic, un suivi orthophonique, psychomotricien, psychologique, ergothérapeute bien sûr, selon l'enfant, c'est-à-dire un cas par cas. On a quand même, dans notre structure, on utilise quand même, dans l'hôpital du jour, système ABA, qui est un programme d'apprentissage. La prise en charge des autistes en Algérie est certes insuffisante, mais des avancées ont été constatées. Le service de pédopsychiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga a été approvisionné d'un nouveau matériel et des outils de dépistage des troubles de spectre autistique. Aussi, un programme de formation en matière d'autisme a été mis en place. On essaye de former le maximum de pédopsychiatres à travers le territoire national, mais il faut aussi que les bâtisses, que les structures qui accueillent ces enfants doivent être aussi importantes. Et pour améliorer le suivi et la prise en charge des enfants autistes, 17 services de pédopsychiatrie entrent bientôt en service. Voilà, on en reparlera bien sûr et puis on aura le plaisir de recevoir la semaine prochaine donc professeur Tapti pour revenir sur cette journée et surtout tout ce mois, donc décréter bien sûr le mois donc de l'autisme. Nous allons parler littoral, nous allons parler environnement avec notre ami Hamid Belkacem qui revient chaque mercredi matin et nous on a le plaisir de le recevoir. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Ça va? Oui, très il bien. Fait beau aujourd'hui. On parlait d'ailleurs de littoral ensemble. Mais bien entendu. On parlait de nos belles plages où nous avons 1622 km donc, de côte. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est l'un des premiers pays de toute la rive sud de la Méditerranée, même la rive nord. Hein. 1622, c'est un fort potentiel qui est, disons, très peu exploité. Oui. Notamment, on est en pleine période de vacances, pour les plus jeunes notamment. Et ce que l'on remarque, c'est que l'Algérie et l'Algérien tournent le dos à la mer. Il a fait particulièrement beau ces derniers jours et très peu d'activités étaient organisées sur le littoral. Nous avons des plages, des étendues quand même magnifiques. On aurait pu faire beaucoup d'activités ludiques, des concours de cerfs-volants, de construction de châteaux de sable. Oui. Il y a aussi c'était organisé il y a une période, c'était avec Jamel Lachage qui avait organisé ça, c'était magnifique. Et puis mais il faut que ce soit régulier, il faut que les associations se réapproprient le domaine public maritime. Aujourd'hui, il y a des activités économiques, c'est bien, il y a des stations de dessalement, il y a des usines de dessalement, il y a des centrales électriques, il y a des ports de pêche, de plaisance, il y a des complexes touristiques, mais il y a de très vastes étendues où l'on pourrait faire une meilleure connaissance avec, pendant les vacances scolaires, on pourrait ramener des animateurs spécialisés, on pourrait ramener des groupes d'enfants, faire de la reconnaissance de la faune et de la flore. C'est quoi, quel type de coquillage, quel type de galets, les différents types d'algues. On le voit dans dans la leçon de choses, beaucoup même d'adultes parlent de la posidonie comme étant une algue. Or, ce n'est pas une algue. C'est quand même le poumon de toute la Méditerranée. Et le littoral a une dimension ludique, il a une dimension environnementale, mais il a aussi une dimension économique. Et demain, dans l'après-pétrole de l'Algérie 2.0 qui, alhamdoulilah, qui se prépare, il faudrait que la dimension littorale soit acceptée et valorisée par toutes les parties, que ce soit par le politique, que ce soit par l'associatif, que ce soit par l'économie, mais par les collectivités locales. Vous savez, il suffit de peu d'aménagement pour rendre accessible. On le voit chaque week-end, dès qu'il fait beau, et même les jours de semaine, les gens sortent. Ils n'attendent pas le beau temps non plus, quelquefois. La promenade des Sablettes elle ne suffit plus. Pourquoi? C'est plein de monde. Voilà, mais on peut aller un petit peu partout. Je me rappelle que dans les années 70, il y avait, en me promenant du côté de Zemmouri, il y avait des concours de char à voile. C'est une sorte de planche à voile, mais avec quelqu'un qui est assis dedans, et il y a 4 roues, et sur de vastes étendues. C'est une traction. C'est une traction avec le vent. Je dis, ça ne nécessite pas beaucoup de choses, et ça pourrait ramener, on a un climat
qui est doux. Très doux. Quand on pense qu'à l'étranger, vous avez en hiver des gens avec des manteaux, etc., sur la mer, sur les plages, sur les étendues de sable, et qui profitent justement de cette iode, cette santé naturelle, parce qu'il faut profiter du soleil, la vitamine D, et surtout l'iode aussi, qui est donc, très bonne pour la santé. Faire de la marche sur le sable, c'est bon. Il y a on en parlait à l'instant, le char à voile, il y a le kitesurf, il y a tous les aspects liés à la pédagogie, mais pas que. Il y a le tourisme. Il y a le tourisme sur le littoral. On peut faire de la randonnée palmée dans l'eau. Il y a des criques magnifiques. Quand vous allez du côté de la côte du Saphir, entre Béjaïa et Djidjel, sur la RN 43, la partie maritime du parc national de Taza, où vous allez pouvoir voir et apprécier des espèces floristiques, des arbres qui sont endémiques. C'est le seul endroit dans toute la Méditerranée où vous allez trouver ces espèces. C'est quand même fabuleux. Vous allez du côté de Ténès apprécier. Il faut quelques petits aménagements peut-être, des petits chemins de douaniers pour pouvoir apprécier des falaises. La seule chose, Hamid, qu'on constate peut-être, c'est quelquefois les habitations qui sont un peu trop près donc, du rivage, un peu trop près, et ils ont, c'est-à-dire ils ont laissé faire les constructions en abord. Normalement, quand on est sur la route, on pourrait admirer donc la belle donc Méditerranée. Honnêtement, c'est l'affaire de tous. Quand on parle de littoral, le législateur a bien fait les choses. Depuis le 5 février 2002, il y a une loi, c'est une loi, hein, c'est pas un simple décret, relative à la protection et à la valorisation du littoral. Et cette loi interdit toute forme de construction. Il y a des autorités locales qui ont laissé les choses faire. Je pense que vous parlez aussi d'El Belge, dans la wilaya de Tipaza, où des constructions ont été érigées à un moment donné. Je parle de l'Est beaucoup plus, entre Délices. Aussi. Et par contre, un peu plus à l'est, du côté de Béjaïa, il y a un collectif, il y a une association qui a haussé le ton et qui a demandé aux autorités locales, qui a fait un courrier, qui a fait des sit-ins et tout, et pas plus tard que... Ça fait un peu plus d'une année, hein, enfin avril-mai 2018, les autorités locales ont été dans l'obligation de détruire des constructions sur le littoral de Béjaïa. Et donc, cette association est très active. Elle a pris son... Vous savez, dans le dispositif législatif algérien, l'association a le droit de se porter partie plaignante, d'ester en justice toute violation de la loi. Cette association du côté de Béjaïa, c'est très fort. Ils ont pris un avocat. Oui, dans la loi algérienne, l'atteinte à l'environnement peut être dénoncée par les autorités locales, mais aussi par le mouvement associatif. Il faut que l'association agréée puisse se porter partie plaignante, et donc c'est ce qui a été fait par cette association que l'on salue au passage, qui a été aidée. On salue au passage, on parle aussi du littoral. Aujourd'hui, le 3 avril, l'Algérie fête le 46e anniversaire de la création du service national des gardes-côtes, qui a entre autres mission le sauvetage des personnes et des biens en mer, c'est vrai, mais aussi la défense du littoral sur les aspects sécuritaires, mais sur les aspects environnementaux. C'est le service national des gardes-côtes, la pêche, les pollutions marines accidentelles, la pêche illégale, le prélèvement de sable, protéger les eaux territoriales, aussi, le braconnage, la pêche illicite du corail et tout. Et donc on salue au passage qui font de l'excellent travail le service national des gardes-côtes. Donc je disais, c'est l'affaire de tous. Et cette association du côté de Béjaïa, j'espère qu'il y en aura d'autres, sur les 14 villages côtières, pour justement amener tout le monde à respecter la loi, à garder l'état naturel, parce que c'est l'état naturel du littoral qui pourra demain, c'est un potentiel qu'on pourra valoriser à l'avenir. Vous me donnez l'occasion de parler et de rendre hommage à beaucoup d'associations qu'on a eu l'occasion donc de recevoir dans nos émissions, et surtout nos émissions estivales, notamment l'association Trident de Mestranum, l'association Remonta également, de Djidjel, les associations, donc plusieurs associations donc du côté du Chenois également. Ils font un travail colossal, et c'est-à-dire qu'ils se démontent pas, ils travaillent au jour le jour, ils se battent avec quelques personnes volontaires. C'est des amoureux de la nature, du littoral, de la Grande Bleue. Et ils nous l'ont prouvé à chaque fois. Il y a plein, elles ne sont pas toutes malheureusement médiatisées parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais certaines font de l'aquariophilie, je pense particulièrement aux associations de délices qui se sont spécialisées, d'autres qui font de l'apprentissage
de la sculpture sur pierre, sur galets et sur bois récupérés sur le littoral. Donc ils font j'allais dire, des sorties champêtres sur le littoral, ils nettoient le littoral et ils ne s'autosuffisent pas du simple nettoyage, mais ils font de la récupération, ils font des objets avec les artisans et qui le revendent pour les bienfaits de l'association. Vous me donnez l'occasion de parler d'un artisan que j'adore, que je salue. Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, il est de Djidjel. Il fait des choses magnifiques avec des coquillages, avec des bois, donc de récupération. Il fait des objets magnifiques, des oiseaux, des oiseaux d'eau. C'est très joli ce qu'il fait. Et ça serait l'occasion peut-être de lui rendre hommage là, durant cette saison. Ah oui, on va... Il fait que ramasser durant cette saison. Il profite de cette saison pour ramasser donc des coquillages et en faire des œuvres d'art. Tout simple. Donner un coquillage, c'est quelque chose de mort, mais lorsqu'on donne une seconde vie à quelque chose qui n'existe plus, c'est quand même, c'est ça l'essence même de l'écologie et du recyclage. Exactement. On parle aussi, bien sûr, de ces défenseurs scientifiques aussi qui travaillent durant toute l'année pour essayer de valoriser toutes nos richesses, donc aquatiques, faunistiques et floristiques, bien entendu, et surtout donc cette association qui travaille sur les rivages et surtout surtout, comment on appelle ça, les fonds marins. Les fonds marins, beaucoup plus. Et oui. Oui, vous savez, la mer, c'est un don. C'est vers la mer qu'on se tourne en été pour pouvoir se détendre sur la plage. C'est vers la mer qu'on se tourne pour pouvoir faire du commerce. Les 3/4 du commerce mondial se font par voie maritime. C'est vers la mer qu'on se tourne pour dessaler l'eau de mer, parce que nous sommes dans un pays qui connaît quand même un stress hydrique, et c'est grâce au dessalement que nous avons de l'eau dans la plupart des villes. L'Algérie est devenue le premier pays méditerranéen qui a une capacité énorme en termes de dessalement d'eau de mer. C'est vers la mer qu'on se tourne aussi pour installer des centrales électriques, parce que ça nécessite un refroidissement, et la meilleure source pas cher, c'est le refroidissement, enfin c'est ce qu'on appelle le cycle combiné, donc il y a un refroidissement par eau de mer. Mais la mer, c'est pas que cela. La mer, on se tourne vers la mer pour, grâce aux différents types d'algues, pour pouvoir faire dans la parapharmacie. Donc il y a des chercheurs qui travaillent tout le temps pour essayer de tirer profit de la mer et de valoriser tout ce qui se fait de positif sur le littoral. C'est vers la mer que l'on s'en tourne, avec la raréfaction des ressources pour les fermes, qu'elles soient conchylicoles, pour les moules, que ce soit pour les fermes. On a aujourd'hui du bar, du loup, on a du poisson, de la dorade d'élevage et tout. Et c'est ce qui permet d'avoir un plus dans ces assiettes à bon marché de manière régulée. Et donc, il y a beaucoup de bienfaits, sauf qu'il faut mettre, j'allais dire, des gants et de manière régulière aller sur le littoral pour le nettoyer. Et puis rendre hommage à toutes ces personnes courageuses qui se lancent dans cette entreprise, ces entreprises. Nous avons une dame aussi du côté d'Annaba qui fait un travail formidable, elle et toute sa famille, en fait, elle et sa fille beaucoup plus, qui travaillent. On aura, j'espère, l'occasion de la recevoir. Eh ben, il y a toute la saison estivale qui se prépare dès maintenant. Nous sommes au mois d'avril et je pense qu'on aura l'occasion de recevoir beaucoup d'associations, beaucoup de chercheurs en sciences de la mer, en océanographie, avec toutes les déclinaisons qu'il y a. Oui, sans oublier les récifs artificiels. Oui. Je parlais bien sûr des récifs artificiels avec ces scientifiques qui travaillent énormément pour multiplier ces récifs un petit peu partout sur tout notre littoral. C'est la meilleure réponse que les scientifiques d'abord et que le mouvement associatif ensuite puissent apporter à cette problématique qui est la raréfaction des ressources. Vous savez, l'homme se développe mais rejette beaucoup de produits chimiques en mer. Ça tue toute forme de vie. Aujourd'hui, sur des espaces qui sont devenus quasiment azoïques, donc en l'absence de toute forme de vie, des associations sont en train de construire et d'immerger des récifs artificiels pour pouvoir donner, on appelle ça aussi gentiment, du LPP, du logement pour poissons, pour permettre de recréer la vie. Et c'est tout simple. Et encore une fois, les associations ont beaucoup travaillé dans ce sens. On les a vus. Ils ont donc beaucoup contribué justement. Ils prennent sur leur temps, hein, vous savez. Pour réaliser un récif artificiel, c'est pas du tout facile. Non. Il faut faire. Il faut travailler d'abord sur terre, faire des études, calculer. Et parallèlement à cela, faire l'état zéro. On n'immerge pas n'importe quoi, n'importe où. Il faut une étude préalable pour voir est-ce que c'est un fond où il y a de la roche, où il y a du sable, où il y a de la vase, quel type de poisson on va pouvoir cibler. Et c'est à partir de ce ciblage, de cet état zéro, que l'on construit le type d'habitat
pour les poissons en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il y a des associations qui renferment en leur sein beaucoup de chercheurs et qui font que, parce qu'il y a un littoral qui est fragile, on fait un récif à double impact, du logement pour poissons, mais aussi une barrière contre l'hydrodynamisme pour éviter que la force des vagues ne viennent grignoter le littoral. Donc c'est des récifs qui font un double usage, un habitat pour la faune et la flore, mais aussi une barrière contre la force des vagues. Et donc, et tout cela se fait dans un cadre associatif. Il y a une plage du côté d'Ain Timouchent. Nous recevions donc le responsable donc, du tourisme, du village touristique d'Ain Timouchent la semaine dernière. Et lui profitait, Dorian Beach, profitait justement de cette station, électrique qui est à proximité et qui lui déverse de l'eau chaude carrément dans l'eau. Donc vous pouvez vous baigner même en hiver. Voilà, c'est un plus. Hein, c'est un plus. C'est dire que on arrive petit à petit, parce qu'on a tourné le dos à la mer en Algérie, 1622, vous imaginez ce que c'est, un fort potentiel. Exact. Mais là, grâce aux scientifiques, grâce au mouvement associatif, il faut aller vers ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières, où il faut un schéma national de l'aménagement du littoral pour justement éviter d'avoir des anomalies. Là, c'est vrai que l'investisseur, en termes de tourisme, reçoit un aspect positif. Il aurait pu être ailleurs. Hein. On a fait aussi des bêtises, je pense particulièrement à l'abri de pêche de Madère, juste en face des îles Habibas. Mais bon, on va dire que c'est une erreur de jeunesse qu'on apprend à corriger, à mieux. Vous savez, le littoral a besoin d'une gestion intégrée. Donc, mais pour arriver à une gestion intégrée des zones littorales, c'est l'affaire de tous. Mais je pense que ça se met petit à petit en place. Et à l'approche bien sûr des beaux jours, puisque nous en profitons en ce moment, c'est le printemps, on va commencer à montrer quelques images de ces fédérations donc, de sport donc, de voile, les sports donc, nautiques et subaquatiques, etc. et subaquatiques. On aura l'occasion de voir ces clubs qui se multiplient de plus en plus. Ah oui, il y en a de plus en plus. Et au niveau donc, des sablettes, chaque année, il y a donc des petites compétitions pour les enfants. Et c'est toujours un plaisir de les voir. C'est le meilleur apprentissage, c'est celui, et le meilleur engagement, le meilleur investissement, c'est celui dans les générations de demain. Exactement. Donc c'est du pur bonheur. Parfait, merci beaucoup. Merci Hamid. à vous. On vous dit à très vite, mercredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on va continuer à parler bien sûr de l'environnement et surtout de la préoccupation de tous pour notre environnement. Puisque c'est l'affaire de tous. Exactement. Bonne journée à vous. Merci. On va aller retrouver notre ami Iman Mahrougras du côté d'Oran pour parler bien sûr de la journée mondiale donc, de l'autisme. C'était donc hier et Iman a des invités pour nous en parler. Bonjour Iman. Effectivement, ML, bonjour. Bonjour à toutes les personnes. Nous avons des invités alors qu'ils sont très sympathiques. Bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs, et bonjour à la régie d'Alger, à qui je fais un petit coucou quand même, et surtout à la régie qui travaille avec moi à Oran. Alors bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien voilà, je partage le plateau pour parler de troubles sévères et précoces du développement de l'enfant qui n'est autre que l'autisme. Je partage le plateau avec deux personnes qui nous viennent tout juste de Tlemcen. Eh bien, on nommerait Monsieur Zendegui Djawed, président de l'association des autistes de Tlemcen et vice-recteur de l'université de Tlemcen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de Monsieur Melki Boumediene. Alors, il est sous-directeur de la DAS de Tlemcen et psychologue clinicien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Iman. Bonjour. Merci d'avoir nous invités et merci à Canal Algérie. Je vous en prie, vous avez fait la route de bon matin de Tlemcen à Oran. Pour la bonne cause. Merci. Bien sûr, la route a été très facile parce que nous allons aborder un sujet qui est difficile. Ça c'est très bien dit par contre. Effectivement, c'est un sujet qui est très très difficile puisque déjà, rien que de parler autisme, on sait, des fois il y a autisme, on ne sait pas, on se pose la question, qu'est-ce que l'autisme? Eh bien, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme, c'est un trouble comportemental intellectuel, à savoir neurologique, qui handicape la personne
par des incapacités à se voir, à voir l'entourage autour de lui, et qui handicapent aussi le niveau intellectuel, le niveau mental et le niveau de développement, et spécialement le niveau de communication. Comment s'exprime l'autisme? L'autisme s'exprime par rapport à l'enfant. Lorsque l'enfant il est figé, son regard il est figé, il est direct, et il est spontané, il est aussi indirect sur le plan intellectuel. Ça veut dire qu'il ne se contrôle pas. Et ainsi qu'il y a des mouvements qui sont répétés spontanés. Il y a le regard dans le vide. Le regard dans le vide. D'ailleurs, on va voir quelques images défilées de cette pathologie d'enfants qui portent cette pathologie, qui est quand même très répandue en Algérie. Et on ne se rend même pas compte, c'est ça le problème. Comment s'exprime déjà, de quelle façon il s'exprime cet autisme? Parce que des fois, quand on vit, on va dire très étroitement avec un autiste, on se dit non, c'est son caractère. Il est renfermé, il est retiré. Donc nous, on se dit, ce sont ses traits de caractère. Comment peut-on savoir que ce ne sont pas les traits de caractère et c'est la pathologie de l'autisme? Parce que l'enfant, lorsqu'il réagit en tant qu'autistique, d'ailleurs, il est inconscient. Ses réactions, c'est des gestes. Parce que le problème, il est dans la communication. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'enfant, il s'exprime. Il s'exprime gestuellement, il s'exprime par son doigt, il s'exprime par son regard. Et c'est pour ça que la question, elle est très difficile de s'introduire ces réactions réelles internes pour les extérioriser et pour les comprendre. Alors, et quelles sont les causes de l'autisme? Est-ce qu'on peut connaître quelques causes, on va dire, de l'autisme? Elles sont plutôt multiples. C'est qu'en fait, il n'y a pas une cause qui est clairement définie. Par rapport donc à l'autisme, il y a différentes théories qui ont été développées et on ne sait pas exactement quelle est la cause. Il y a certains qui parlent de médicaments, d'autres qui parlent de... Enfin, il y a tellement de théories derrière. Est-ce qu'il y a une origine génétique? C'est plutôt le côté... ça peut... Enfin, les travaux qui ont été développés récemment et qui ont été présentés, on montre qu'en fait la cause suit ce qu'on appelle dans les lois de probabilité une loi uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, quand toutes les causes, on trouve de tout. On trouve toutes les causes qui ont été... Est-ce que c'est héréditaire déjà? Bon, est-ce que c'est dû au mariage consanguin, vu qu'on vit dans une société où il favorise un petit peu les mariages consanguins? Par exemple, dans l'association Autisme Tlemcen, on a des personnes qui sont de mariage consanguin, oui, mais on a aussi des personnes qui en fait, le mari, il est de Tlemcen et la femme, elle est de Constantine, pour citer un exemple. C'est qu'en fait, la cause n'est pas... Dans le monde, on trouve des couples, le monsieur, il est français, la maman, la dame, elle est japonaise. Donc en fait, il n'y a pas une cause clairement définie, d'où la difficulté à trouver des traitements, parce que même au niveau ce qu'on appelle des prises en charge, parce qu'il n'y a pas de traitement médical, il y a une prise en charge, même pour la prise en charge psychologique, il y a depuis pratiquement une cinquantaine d'années, chacun vient avec sa théorie, il dit moi cette théorie elle marche très bien, mais en fait sur certains cas ça marche, sur d'autres cas ça ne marche pas. Mais le plus important c'est de ne pas laisser l'enfant tout seul. Ça c'est la condition sine qua non. Tout le monde... Pourquoi on ne peut pas le laisser seul? Parce qu'en fait, d'abord un enfant autiste, lorsqu'il en est autiste, une personne ne devient pas autiste c'est-à-dire avec l'âge. On est autiste, du moins ça c'est les informations qu'on a. Dès la naissance? Dès la naissance, il est autiste. L'enfant n'est pas détecté, enfin, on ne peut pas détecter l'autisme parce que déjà la mimique de l'enfant à 6 mois, à 8 mois ne peut pas traduire ses sentiments. C'est-à-dire un bébé, un nourrisson de 6 mois ne parle pas, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Donc c'est lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il a un an et demi, c'est à 1 an et demi qu'on commence à pointer, à regarder, à répondre à son prénom. Et c'est là que les parents
devrait s'inquiéter. Du moins pour notre cas, c'est ce qu'on a vu à travers l'association, à travers les parents. C'est à partir d'1 an et demi qu'on arrive à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème quelque part. Et ce problème, il apparaît clairement à partir d'1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines personnes qui parlent aussi de détecter l'autisme même dans le ventre de sa maman. Ça, c'est des choses, c'est de la recherche. Mais comment sensibiliser déjà les mamans et comment un petit peu leur demander d'aller consulter un psychologue? Parce que généralement, quand on dit psychologue, c'est synonyme de troubles psychiatriques. Alors, elles ne font pas la différence entre la psychologie et la psychiatrie. Donc, si on leur demande d'aller consulter un psychologue, elle va te dire « Ah non, Wildi, machi mahboul ». Alors que non, c'est un état psychologique, mesdames, c'est un état psychologique. Donc, on peut on va dire, sauver ces enfants de l'autisme, peut-être avec la prise en charge précoce. Oui, spécialement le phénomène d'autisme en tant que trouble, on a beaucoup parlé, mais on a peu fait. On n'a rien fait. On peut dire qu'on n'a rien fait parce que la première des choses, c'est la communication familiale. Il faut y aller vers la formation des parents. Il faut aller vers la formation des familles. Parce que là, il est le problème. Le trouble il est comportemental de communication. Là, il est le problème. Vous me comprenez? Ça veut dire que les familles doivent s'approcher des psychologues, des psychiatres, des neuropsychiatres, des peu de psychiatres pour parler de la situation de l'enfant dès l'âge précoce. C'est pour ça, par exemple, au niveau de notre secteur ministère de la Solidarité nationale, on a pensé qu'on peut intégrer ces enfants dans nos établissements à l'âge de 3 ans. Ah d'accord. Mais avant ça, il faut la famille qu'elle s'intègre dans le système. Donc ils peuvent avoir une scolarité normale avec des personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme. C'est-à-dire le dénominateur commun actuellement. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est que un enfant ne pourra pas être pris en charge. Ça, c'est du moins ce que disent les spécialités. Disons qu'on ne peut pas dire avec certitude est-ce que cet enfant est autiste ou il ne l'est pas avant 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un delta T entre 2 ans jusqu'à 3 ans. D'accord? Donc il y a un temps où les parents doivent... parce qu'en fait, un enfant moins de 1 an et demi, c'est pratiquement difficile. Entre 1 an et demi et 3 ans, il y a cette phase de consultation des psychologues. Mais une prise en charge, que ce soit au niveau des secteurs de l'action sociale ou bien au niveau des associations, là, on ne peut pas parler de prise en charge à moins de 3 ans. C'est déjà c'est ce premier point. Deuxième point sur la... Je reviens surtout vers cette notion de parents, parce que ça, c'est le vécu d'un parent. C'est très important, les parents. Impliquer surtout les parents et surtout la mère, parce qu'elle est en relation très directe, très étroite avec son enfant. Entre parenthèses, je salue toutes les mamans d'enfants autistes. Parce que le vécu, parce qu'en fait, lorsqu'on a un enfant, c'est d'abord tout un espoir pour une nouvelle vie. Et puis lorsqu'on découvre au fur et à mesure que c'est pas tellement cette situation qu'on avait, c'est très difficile. Et puis surtout la prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge à 1 an et demi, 2 ans. Il y a des choses qui sont ordinaires pour tous les autres enfants, pour les enfants autistes, ne le sont pas. Je cite l'exemple de la propreté. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. C'est-à-dire que, et puis il y a des actions à mener pour que l'enfant devienne propre. Et ça, c'est difficile, extrêmement difficile. Donc, entre 1 an et demi et 3 ans, il y a un contact qui doit se faire d'abord avec les médecins dès le départ, lorsque l'enfant fait son vaccin d'1 an. Donc, ce vaccin, les parents doivent en parler à ce médecin. Parce qu'il y a un médecin qui... Au moment de faire le vaccin, il va dire, voilà, j'ai remarqué que mon fils, il a tel problème et tel problème. Bien sûr, cette visite pour faire le vaccin, ce n'est pas uniquement pour faire le vaccin, mais c'est aussi c'est le premier contact, j'allais dire, officiel. Officiel avec un médecin. Au-delà des 6 mois, je ne parle pas de moins d'1 an, mais au-delà des 6 mois. Donc là, il faut qu'il ait le contact, il faut que le parent ose en parler. Et puis, il ne faut pas se dire, moi, c'est... De toute façon, avoir un enfant autiste, ce n'est pas une tare. Parce que dès que l'enfant est pris en charge à un âge très avancé, précoce, donc il peut éventuellement avoir on va dire une bonne évolution et pourquoi pas une réinsertion dans la société. Pourquoi pas?
Donc, certainement, vous êtes, de mon avis, du moment que vous êtes psychologue clinicien. Donc, du moment qu'on parle un petit peu, on parle un petit peu, mais on essaye de sensibiliser justement tous les Algériens par rapport à cette maladie. Donc parlez-nous, du moment que vous êtes président de l'association des autistes à Tlemcen, parlez-nous de l'association. Depuis quand elle existe, cette association? Donc en fait, l'association remonte en fait à 2009. Donc à l'époque, je croyais que j'étais tout seul dans la ville de Tlemcen à avoir un enfant qui était autiste. Parce qu'en fait, on n'a pas ce contact avec... Il n'y a pas cette culture de communication telle qu'elle existe maintenant, 10 ans après. Donc avant, on se disait, bon, il a un problème. Et donc en 2009, j'avais rencontré un parent, un pharmacien. Et puis on avait discuté ensemble autour de cette question. Et de là est née cette idée de se mettre en réseau. Parce qu'on ne peut pas, lorsqu'on a une situation un petit peu particulière, la meilleure stratégie pour prendre en charge cette situation particulière, c'est de se mettre en réseau. Et un réseau, c'est une association. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc essayer de les sensibiliser. Voilà, donc on a essayé de travailler ensemble. Au départ, donc on s'est fixé comme objectif d'abord d'en parler entre nous. En fait, d'échanger nos expériences. C'est déjà un grand pas. Exactement. Une simple question de type je vais aller chez le dentiste. Ben c'est pour des enfants qui ne sont pas... Enfin, pour d'autres enfants, il n'y a pas de problème, mais pour un enfant autiste, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il faut détecter d'abord le problème. Pour revenir un petit peu à cette histoire du comportement, enfin, comment détecter un enfant autiste, je reviens juste par rapport à ce point. Un enfant autiste, c'est très simple, il ne réagit pas dans son environnement. Je m'explique. À 2 ans, vous l'appelez par son prénom, il ne répond pas. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Il n'est pas statique, dans le sens... On a toujours l'image d'un enfant qui est statique, qui ne bouge pas. Mais en fait, ce n'est pas une personne qui est statique. C'est un enfant, comme tous les autres enfants, qui bouge, qui joue, mais qui joue à sa façon. Donc, sur le plan j'allais dire, comportement, cet enfant ne pointe pas. N'importe quel enfant lui dit il veut boire de l'eau, atténuément, donc il pointe avec son doigt. Là, l'enfant ne pointe pas, ne réagit pas. Il peut rester devant ce verre en train de le voir. Il a envie de boire de l'eau. Alors qu'il a soif, alors qu'il ne peut même pas demander à avoir un peu d'eau. Il ne peut même pas le prendre. Il faudrait prendre ce verre et le lui donner. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire physiquement, c'est que dans sa tête, il y a un blocage. Donc, il y a eu un vécu qui concerne son comportement. Donc, lorsqu'on s'est mis en réseau, pour revenir un petit peu à l'association, au départ, c'était beaucoup plus pour discuter entre nous. Comment que ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Et ça a pris de l'ampleur. Et hop, c'est la naissance de l'association. Voilà, c'était en 2009, vous m'avez dit. Exactement, 2009. Donc, alors, quelles sont les activités de l'association? Alors au départ, on avait commencé à travailler sur la sensibilisation. Donc on avait commencé à faire, entre guillemets, du tapage médiatique. C'est-à-dire qu'on est allé vers les médias, parce que il faudrait d'abord connaître, pas l'ampleur de la situation, mais connaître un petit peu, au moins au niveau de la région, qu'est-ce qu'il en est. Donc on a fait des interviews, on a reçu Canal Algérie, et qui ont fait, je salue d'ailleurs la dame qui est venue au niveau de notre association, qui a fait un reportage. Et puis, même du point de vue communication, le 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, n'a commencé à être fêté que je pense en 2008 ou 2009. Déjà à l'échelle mondiale, on a commencé, c'est très récent. Donc, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Exactement. Quand même, c'est assez, je veux dire, à l'échelle mondiale. Est-ce que vous organisez des sorties entre autistes? Est-ce que vous organisez ne serait-ce que minimum, une prise en charge des jeunes enfants? Est-ce que vous avez des locaux? Alors, lorsque le tapage médiatique a bien fonctionné, c'est qu'en fait, on voulait voir un petit peu est-ce qu'il y avait uniquement cette dizaine de parents qui étaient là à créer l'association. On a découvert que ce n'était pas aussi simple, c'était quelque chose de très grand, qu'en fait, que ce soit dans d'autres wilayas, même Alger, Constantine, on a vu un petit peu dans les autres wilayas que c'était quand même assez important. Donc en 2011, donc on a commencé à travailler sur la prise en charge. Et là, donc, je salue toute l'équipe de la solidarité qui nous a permis d'avoir tous les agréments pour travailler. Donc là, est-ce que vous avez des psychologues qui prennent en charge ces enfants? Donc on a d'abord un centre de référence. Donc
donc il est agréé au niveau de l'action sociale. Je n'aime pas trop les chiffres, mais bon, je vais le dire, il y a à peu près un peu plus que 80 enfants qui sont pris en charge. Ah, très bien. J'allais justement poser cette question à M. Melki. Est-ce qu'il y a des centres spécialisés pour la prise en charge de ces enfants autistes? Au niveau national, il y a 3 centres spécialisés pour la prise en charge des autistiques. Et à Tlemcen? Et à Tlemcen, il n'y a pas d'un centre étatique, mais il y a les CPP, les centres psychopédagogiques, qui prennent ou qui ouvrent un espace pour ces enfants-là. Environ, on a à peu près 83 enfants placés dans des classes spécialisées. Et on a aussi 6 classes placées dans le milieu scolaire ordinaire, suivies par nos psychologues et nos éducateurs spécialisés. Ainsi que, on a aussi par les décrets exécutifs, on a essayé d'aider quelques associations pour l'ouverture des établissements spécialisés. Et aussi, dernièrement, il y a le décret 221 de 2018 qui permet l'ouverture des établissements pour les personnes morales. Et quel est le rôle de la direction des affaires sociales vis-à-vis de cette catégorie d'enfants? Bien sûr, il y a un rôle très important. Il y a la prise en charge, premièrement, et veiller sur la prise en charge, le contrôle aussi des prises en charge, des méthodes de prise en charge, ainsi que veiller sur la santé aussi de ces enfants et la formation aussi de l'équipe et des parents. Très bien. Donc, alors, est-ce qu'il y a des classes spécialisées pour les autistes dans les écoles, dans les CE1, dans les lycées? Ou alors, il y a uniquement au primaire, puisque généralement, les autistes, ils ont une très grande chance de se réadapter à la vie sociale, à leur vie quotidienne. Les classes, c'est en fait, c'est aussi un des objectifs de l'association, c'était de mettre en place ce qu'on appelle des CLIS, des classes d'intégration scolaire. Alors, l'intégration au niveau des classes se fait au niveau de notre association par deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est ce qu'on appelle les classes intégrées, où en fait, les enfants suivent un programme scolaire tout à fait ordinaire et ils sont coachés par des psychologues. Et il y a ce qu'on appelle la deuxième méthode, c'est en fait l'enfant, il est dans une classe tout à fait ordinaire, mais comme il a ce problème de comportement et de communication, il est aidé par un adulte. Un adulte, c'est qui? C'est tout simplement donc, ce qu'on appelle un AVS. Généralement, c'est des femmes. C'est ce qu'on appelle des auxiliaires de la vie scolaire. Donc, ces personnes, que ce soit en CLIS ou bien en AVS ou bien au niveau du centre, nous, l'association, d'où est-ce qu'on puise un petit peu notre personnel de formation qui prend en charge, c'est par l'université. Parce qu'en fait, on a une formation. En fait, ce projet d'autisme à Tlemcen, c'est un mixte entre plusieurs paramètres favorables qui nous ont permis d'évoluer. Où se trouve le siège de l'association des autistes à Tlemcen? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder, qui sont très intéressées d'ailleurs de prendre contact avec vous. Alors comment ils font? De quelle façon? D'abord, on est assez visible sur le net, donc avec page Facebook, site internet. Et puis donc le centre, c'est d'abord un espace qui nous a été octroyé de façon généreuse par une fondation. Donc c'est la fondation Haj Mustafa Ben Khalfat, Allah yarhamou. C'est quelqu'un qui nous a donné un espace qui est en fait un espace très convivial. Il est un petit peu en périphérie de la ville. Ce qui permet aux enfants d'abord de ne pas être à l'intérieur de la ville, cloîtrés dans des espaces, j'allais fermés, mais il y a des jardins, il y a des espaces de jeu. Donc c'est au niveau de la sortie vers la route du sud de Sebdou, Béchar. Très bien. Alors juste une dernière question à M. Melki. Alors du moment que vous êtes psychologue clinicien, est-ce que l'autisme déteint sur le niveau intellectuel des enfants? Bien sûr, parmi les préoccupations actuelles des spécialistes, c'est le niveau intellectuel. Parce que le niveau intellectuel, si je peux le dire, il est atteint par ces comportements-là de ces enfants et par les pratiques qu'on fait actuellement. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire sur le niveau intellectuel. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé à diagnostiquer l'autisme d'une manière neurologique ou sociale.
mondiale. Très bien. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je soulève juste un tout petit point. Il y a quelques années, qui m'est arrivé à moi-même, donc il y a quelques années où j'ai rencontré ici même à la station d'Oran, il y avait un enfant accompagné de sa maman et là, elle vient, elle me dit, voilà, mon enfant est autiste. Alors, autiste dans quel sens? C'est-à-dire, quand je lui ai posé des questions, quand je commençais à discuter avec lui, c'était une personne très normale, très réceptive, qui répondait à mes questions. D'ailleurs, je me posais la question pourquoi elle me dit ça. Mais son enfant avait quand même un plus déjà, du moment que quand on lui pose la question, par exemple le 3 février 1420, là il te donne le jour, il commence à te détailler de cette journée-là. Et là, ça m'a vraiment frappée, je me suis dit tiens, un autiste il peut être beaucoup plus intelligent que l'on ne pense. Donc je voulais juste rajouter ça. Donc un autiste, ce n'est pas une tare, l'autisme ce n'est pas une tare, c'est juste des troubles psychologiques qu'on peut quand même réinsérer. Ces personnes, on peut les réinsérer, on peut les récupérer aussi. Donc j'espère que vous nous avez bien suivis, vous avez bien compris que ce sont que des troubles psychologiques et qui pourront disparaître avec le temps. Merci messieurs d'avoir fait la route de Tlemcen jusqu'à Oran afin de nous éclairer sur quelques points et nous parler aussi de l'association des autistes. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée et le reste du Bonjour d'Algérie avec la radieuse Emel Lelmi. Au revoir. Là, je vous retourne le compliment. Merci beaucoup Imen. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée aussi à votre invité. On le remercie également pour tous ces les éclairages dans le domaine donc, de l'autisme. Nous continuerons à parler de santé, d'intelligence artificielle cette fois-ci avec notre ami Kamel Soui qui revient à travers sa rubrique Start-up aujourd'hui. Il a décidé de nous parler de l'intelligence artificielle. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, comment ça va? Très bien, et vous? Nous allons parler d'un sujet qui vous passionne, qui passionne beaucoup de téléspectateurs, l'intelligence artificielle, beaucoup de fantasmes justement sur cette thématique. Qui n'a pas regardé des films de science-fiction qui nous plongent dans le futur et qui nous dessinent un avenir radieux, parfois inquiétant aussi. Nous allons commencer avec une définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien tout simplement ce sont des algorithmes. Des algorithmes qu'on utilise tous les jours. Quand vous allez sur Internet faire une requête sur Google, eh bien c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous allez poster un post par exemple sur les réseaux sociaux, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur des moteurs de recherche ou des moteurs de traduction, parce qu'il y en a de plus en plus, c'est de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ordinateur qui imite l'être humain et parfois qui le dépasse. Et c'est ça qui est inquiétant justement. C'est des algorithmes qui sont développés par les êtres humains au service des êtres humains, mais à travers la machine. C'est ça un peu l'intelligence artificielle. C'est pour ça que quelquefois, quand vous demandez une information, on vous répond de manière très robotisée. Parfois, oui. Exactement, exactement. Et si on veut revenir à Mel, parce que dans toute invention, il y a les origines. Les origines. Quelles sont les origines justement de cette Alors, les origines remontent à 1950. Vous avez certainement entendu d'un certain Alan Turing. Il invente à l'époque, on ne parle pas encore de logiciel, mais dans sa machine, il met en place une conversation entre des êtres humains, deux êtres humains et une machine. Et lance ce défi justement. Si les internautes ou si les êtres humains ne reconnaissent pas la machine, eh bien, c'est qu'il a gagné. Et en effet, il gagne car la conversation prend une tournure pas attendue justement, et les utilisateurs ne reconnaissent pas la différence entre la machine et l'être humain, et c'est les premiers pas justement de l'intelligence artificielle. On a tous vu ce genre de film hein, quand on était jeune, et la machine a remonté le temps, etc. Ces machines qui étaient donc des machines révolutionnaires. Aujourd'hui, ça existe et c'est tout petit, c'est des espèces de puces qui sont vraiment extraordinaires, qui font un travail colossal. Absolument, et ça nous pousse à parler justement des différences. Intelligence artificielle, y a-t-il justement plusieurs intelligences artificielles? Absolument. Il y a la soft. La soft, c'est celle que nous utilisons tous les jours. Quand vous prenez votre voiture, Amel, quand vous utilisez le GPS, c'est une intelligence artificielle de ce qu'il y a de plus performant. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va calculer la durée du trajet, va se mettre en contact avec tous les véhicules qui sont en train de circuler en ce moment même. Si vous allez à l'aéroport maintenant, l'intelligence artificielle à travers le GPS va se connecter avec tous les véhicules pour vous dire
S'ils sont en arrêt, ça veut dire que la ligne est rouge. S'ils sont en mouvement, ça veut dire que la ligne est bleue et la circulation est fluide. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est aussi tous ces objets connectés qui font aujourd'hui le présent, mais aussi l'avenir de l'humanité. Les objets connectés, ce sont justement les téléphones portables, ce sont les montres connectées qui, justement, qui révolutionnent aujourd'hui les jeunes. Absolument. Il y a énormément aussi d'applications. Vous savez, il y a même des soutiens-gorge aujourd'hui connectés pour prévoir justement contre le cancer des seins, etc. Donc tous ces objets-là font ce qu'on appelle la soft intelligence artificielle. La plus inquiétante, c'est la deuxième. C'est la hard. C'est celle qui fait peur un petit peu. Celle-ci, je vais vous arrêter un petit peu. C'est celle, par exemple, les mathématiques sont aujourd'hui utilisées dans le monde courant. On utilise les mathématiques dans notre vie quotidienne. C'est ça, en fait, les algorithmes. Absolument. Alors, et donc, la hard, c'est plus compliqué. La hard, c'est on va vers la machine. On va vers le transhumain qui un peu alimente des passions et des fantasmes dans les films de science-fiction. Et il faut dire une chose, là, j'ouvre une parenthèse et je reviens à la hard intelligence artificielle, c'est que les films de science-fiction ont toujours contribué à avancer la science. C'est-à-dire qu'on ne s'inspire pas justement de notre imagination, mais on s'inspire à ce qui se développe aujourd'hui même dans les laboratoires. C'est-à-dire quand vous voyez des films de science-fiction qui vous parlent de la conquête de Mars, etc., c'est quelque chose qui sont en train, ou c'est des choses qui sont en train de se préparer aujourd'hui même aux États-Unis, en Chine. Il y a une guerre de l'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure. Alors le hard, c'est donner la totale autonomie à la machine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vraie intelligence artificielle au sens scientifique, si vous voulez, c'est d'alimenter la machine avec des algorithmes qui lui permettent de réfléchir de manière autonome. Ça veut dire qu'elle n'aura plus besoin d'aucun être humain. Et le problème, exactement, et c'est là où vient la contribution de Stephen Hawking, qui était l'un ou le plus grand physicien à travers le monde, qui est mort il y a une année. Il a publié une tribune avant sa mort en disant il faut faire très attention avec l'intelligence artificielle. Parce que le jour où on arrivera à 100% d'intelligence artificielle, la réaction automatique, c'est que cette intelligence artificielle va s'emparer d'Internet. Et si elle s'empare d'Internet, qu'est-ce qui va se passer? Elle va découvrir ce que les publications des êtres humains depuis l'origine de l'être humain, si vous voulez, parce que tout est répertorié. Et si elle découvre cela, elle va s'en rendre compte que l'homme veut la contrôler. Et donc sa réaction automatique, défensive, elle sera de nous contrôler. Et Stephen Hawking, c'est pas n'importe qui, c'est pas un passant dans la rue, c'est le plus grand physicien du XXIe siècle. Et il nous donne cette belle réflexion qu'il faut prendre en considération. Tout à fait. Donc vous donnez, en parlant comme ça, vous donnez plein d'imagination à tous ceux qui nous regardent ce matin, qui nous suivent, en particulier notre rédactrice aujourd'hui, Faiza Wadi, qui dit « ça me rappelle le film Lucie de Luc Besson ». On va se convertir en écriture de scénario avec voilà. Faiza. C'est vrai que ça fait peur, parce que quand on voit avoir aussi, est-ce qu'il faut avoir peur donc, de cette intelligence artificielle aujourd'hui? Eh bien ça dépend, mais avant de répondre à cette question, moi j'ai envie de vous dire que tout ce qui pouvait être fait par l'humanité, il a toujours été fait. La culture est cumulative et c'est la tradition humaine. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, venir, un gouvernement, un collectif de personnes et dire non, vous arrêtez parce que l'intelligence artificielle, ça va contrôler les êtres humains. C'est absurde de réfléchir comme ça. Et on peut mettre des garde-fous. Il y a l'éthique. Exactement. Tout comme pour la santé. On a vu ça, ce dérapage un petit peu, on l'a un petit peu constaté dans la santé, quand il y a eu le clonage thérapeutique et le clonage humain, il fallait s'arrêter bien sûr. Il y a eu donc cette expérience de la brebis Dolly. Absolument, c'est le clonage. Et il y a eu des garde-fous ensuite. Exactement. Donc, la logique ou ce qui serait raisonnable, c'est de mettre des garde-fous et de dire on ne peut pas dépasser cette limite parce qu'elle va à l'encontre du principe de l'humanité.
D'accord? Mais on ne peut pas en aucun cas dire il faut arrêter les recherches parce qu'il y aura toujours 2-3 petits énergumènes dans des garages qui vont développer quelque chose qui sera dévastatrice. Donc il vaut mieux accompagner cette réflexion, vaut mieux l'accompagner dans le sens productif, dans le sens de recherche, plutôt que de l'interdire. L'interdiction n'a jamais été une solution. Ça fait partie aussi donc, de l'accessibilité, donc la robotique qui a fait aussi son apparition aussi dans les chaînes de montage donc de véhicules par exemple. Absolument. Ça a fait peur, ça a donné donc beaucoup de problèmes aussi, il y a eu du chômage, il y a eu compression de salariés aussi. Oui, ça c'est une autre paire de manches et il y a deux réflexions là-dedans. C'est ça. La première qui vous dit il faut arrêter tout ça, etc., parce qu'on met beaucoup de personnes au chômage, et d'autres qui vous disent non, au contraire, parce que les métiers sont en train d'évoluer. Ceux qui ont été mis en chômage seront recrutés dans d'autres secteurs. Je vais vous donner un simple exemple. Les applications mobiles. Est-ce que vous savez combien de millions de personnes sont recrutées à travers le monde pour travailler dans les applications mobiles? Parce qu'une application mobile, ce n'est pas juste une petite icône dans un téléphone. C'est tout un groupe, c'est des business angels, ce sont des community managers, ce sont des développeurs, etc. Ça recrute des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc la caissière qui s'occupait de sa petite caisse dans un supermarché et qui se retrouve avec une caisse automatique, eh bien, sera évoluée à faire autre chose. Ça, c'est la deuxième école qui est plutôt tournée vers l'avenir, qui est plutôt optimiste, plutôt que de rester dans une vision rabougrie pour dire, voilà, il n'y a plus d'emploi, etc. Ça fait peur. Non, il faut accompagner, je pense, son temps, il faut aller de l'avant, mais il faut toujours tirer le positif de cette évolution. Alors, l'Algérie, où se situe l'Algérie dans cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on a donc les capacités de le faire? On a des scientifiques, la matière grise existe, ça on en est sûr et persuadé. Alors c'est une bonne question parce qu'on s'intéresse toujours à l'Algérie. Eh bien heureusement, nous avons beaucoup d'ambassadeurs à l'étranger. Je peux citer par exemple celui qui fait l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois, le professeur Habba, qui est à l'origine de plusieurs dizaines de brevets d'invention aux États-Unis et qui fait un peu le tour du monde pour vulgariser la science parce que c'est une question très importante. Aujourd'hui, les Algériens, ils sont un peu éparpillés à travers le monde, notamment dans la Silicon Valley, qui est la mecque des inventeurs et surtout de l'intelligence artificielle. Ils sont aussi dans d'autres pays et on entend moins parler d'eux, par exemple en Chine, en Russie, au Japon, etc. Mais ceux qui nous intéressent ou ceux qui sont plus médiatisés, c'est ceux qui sont aux États-Unis. En Algérie, vous avez une richesse intarissable en matière de projets, en matière de propositions, en matière d'inventivité aussi, et ça commence toujours dans les universités. Ça passe par les concours, etc. On en reçoit à chaque fois. On en reçoit souvent. On a reçu même un jeune qui a inventé un système universel. Nous l'avons reçu, c'est quelqu'un qui n'a même pas eu le bac justement. Exactement. Et son système a eu des propositions d'achat à l'étranger. C'est un pays du Golfe, je n'ai pas envie de citer le nom et je n'ai pas envie de citer le chiffre aussi, c'est des centaines de milliers d'euros. Nous avons reçu, j'ai discuté avant-hier avec une start-up algérienne qui a eu une offre à 50 000 $ et pour s'installer dans l'immédiat dans un pays de l'Europe de l'Est. C'est pour ça que je disais la matière grise existe. Donc la matière grise, elle est là et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de canaliser ses énergies, de mettre des garde-fous. Aujourd'hui, l'Algérie a tout à gagner justement à garder d'abord. Si on veut récupérer, ça serait mieux. Mais si on veut garder déjà ces richesses, ça serait extraordinaire de mettre une feuille de route, de mettre le paquet aussi, c'est-à-dire de financer. Parce que c'est absurde. Le système éducatif paye des milliards de dollars chaque année pour former toutes ces personnes. Mais ce serait débile de laisser toutes ces personnes partir. Donc l'investissement, il va de pair et il va dans une logique programmatique pour permettre à ces compétences de ne pas rater ce virage qui est extraordinaire, qui est très important. Un exemple, on va recevoir dans un moment donc des joueurs d'échecs et des joueurs d'échecs qui on les surnomme les joueurs très intelligents. Ils sont intelligents, ils ont une façon donc de réfléchir qui leur permet de gagner leur adversaire. Un exemple type. Un exemple type par rapport au jeu d'échecs, en 1997, le premier IBM lance ou crée un ordinateur et le met en face de Garry Kasparov et devinez ce qui se passe, l'ordinateur gagne contre le champion du monde
du jeu d'échecs. Pourquoi? Eh bien parce que, et là on revient justement à la machine, parce que la machine n'a pas de sentiment, la machine ne fatigue pas, et la machine, elle est alimentée en permanence par des flux continus d'informations. C'est magnifique. Et pourtant, Kasparov avait dit « Je ne serai jamais battu par… » Une machine. Exactement. Voilà, on a l'image, regardez-le. C'était donc lors d'un tournoi. En tout cas, c'est extraordinaire ce qu'on peut apprendre comme information, avoir comme information concernant, bien sûr, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aussi, elle est partout. Mais si vous voulez aussi, si les téléspectateurs veulent suivre... On termine avec ça rapidement. Les leaders dans le monde, vous avez incontestablement les États-Unis. Alors les États-Unis, il faut entendre par les États-Unis, pas les Américains. Ils sont intelligents, les Américains. Ils captent les intelligences du monde entier. Dans les Silicon Valley, vous trouvez les Indiens, vous trouvez les Pakistanais, vous trouvez les Chinois, vous trouvez les Algériens aussi, etc. Vous trouvez les Africains. Donc le monde entier se retrouve dans la Silicon Valley. Vous avez la Chine, vous avez la Russie et le Japon aussi. Mais la Russie et la Chine veulent justement ce rôle de leadership. Voilà. Et juste un dernier mot, l'intelligence artificielle ne fait pas tout aussi. Donc si les téléspectateurs de Canal Algérie, de Bonjour d'Algérie, veulent suivre toute cette actualité, il faut s'abonner sur les pages Facebook et YouTube de la chaîne. Très bien, voilà, merci beaucoup Kamel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À mercredi prochain. D'accord, à mercredi prochain. Parfait, bonne journée. Et puis on vous laisse en compagnie bien sûr de Aqba Nakhla Hoqbi qui nous fait un gros plan sur le club de gymnastique de Skikta. Pas moins de 5 clubs de gymnastique dans la wilaya de Skikta. La discipline compte au total 70 athlètes répartis sur 6 clubs très ambitieux, à l'image de celui de Russikada. Personnellement, je m'occupe des deux. Les gymnastes que j'ai suivis en championnat national jusqu'à la catégorie jeune talent et l'équipe nationale comme Anis Maouch. L'école Skikdi de gymnastique a une préférence pour les barres asymétriques. Les athlètes commencent à s'entraîner dessus très tôt. Dès le début, Sidra Sidhen et Fatima Boukhatem sont deux jeunes espoirs sur lesquels le club mise fort pour le prochain championnat prévu à Boufarik la semaine prochaine. J'ai participé au championnat arabe au Liban et j'ai décroché 3 médailles d'or. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 8 ans. Mon objectif est de devenir championne. Nous sommes en pleine préparation du championnat national qui aura lieu les 5 et 6 avril prochains à Boufarik. Nous avons aussi les championnats d'Afrique à préparer. Ça sera en 2020 au Maroc. Le but du coach, Hakim Atmani, qui est aussi l'assistant du sélectionneur national, est de former une équipe nationale de gymnastique qui soit forte et représentative. Ouais. Voilà, de retour sur le plateau, on a le plaisir d'avoir une championne, une petite championne de jeu d'échecs. Elle est là parmi nous et puis pour nous en parler également, nous avons Marwan Tapti avec nous. Bonjour Marwan, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue parmi nous, vous êtes le président de la zone Afrique des jeux d'échecs. Absolument. Et on est toujours très content de vous recevoir parce que vous nous aurez amené des graines de champion. Ah ben oui, c'est le but ça. C'est le but. Et on en a une ce matin parmi nous, c'est Sophia Sahraoui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Tu es toute jeune, toute petite, on va dire, et pourtant déjà tu as une belle coupe. Merci. Et tu as une médaille. Oui. Et tu joues aux échecs depuis quand? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Tu as commencé donc, tu avais 5 ans? Oui. 5 ans, parce que maintenant tu as 7 ans. 7 ans. Voilà. Et qui est-ce qui t'a donné envie de jouer aux échecs? J'ai essayé et j'ai trouvé que c'était facile. C'était un peu. Au début, c'était pas très facile, mais après, je me suis habituée et j'ai commencé à jouer. Et qui c'est qui t'a orienté? C'est ton père, ta maman, c'est qui? C'est ma maman. Ah, donc elle joue elle aussi? Non, mais elle a cherché sur Internet et elle a trouvé l'école Racine. Ah, c'est bien. Donc, elle t'a inscrite dans un club et dans une école pour, bien sûr, apprendre les échecs. Et déjà, tu les as tous bien placés, ça y est? Oui, mais il manque des pièces. Ah, il manque des pièces. Ah, on va les ramener dans un moment. Alors, qui est cette petite prodige?
C'est Sofia, comme elle vient de se présenter. C'est la toute nouvelle vice-championne d'Algérie depuis quelques jours. Le championnat d'Algérie vient de se terminer à Tizi Ouzou. Elle est championne d'Algérie de sa catégorie, des moins de 8 ans. Enfin, elle est vice-championne. Et donc, elle a un QI de 140, ce qui est plutôt rare. D'ailleurs, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention mon prédécesseur sur le plateau. Oui. On parlait justement de Kasparov. J'ai vu que la culture des échecs se porte bien sur le plateau de Canal Algérie. Toujours. Voilà. Donc voilà un peu. Et elle est aussi championne d'Alger, de la wilaya d'Alger. D'accord. Et vice-championne aussi. Elle a été une fois championne, une fois vice-championne. Et on est en train de la préparer pour les championnats arabes qui auront lieu le 20 juillet prochain à Amman en Jordanie. On voit une très belle photo de toi là. C'était où? Parle-nous. Dis-nous, c'était où? C'était à Tizi Ouzou. D'accord. Voilà. Et on t'a remis ton attestation et puis ta médaille. Voilà. Montre-nous ta belle médaille. La médaille de Tizi. C'est celle-là, celle que tu portes. Ah, voilà. Très belle. Et celle-là, c'est quoi? C'est celle du championnat d'Alger. Du championnat de la wilaya d'Alger. De la wilaya d'Alger. Alors tes parents, on regarde, on te voit ici avec tes camarades aussi. Voilà, c'est les champions eux aussi, hein, ils jouent bien, ils sont concentrés, ils sont conscients de l'enjeu. Bien sûr, parce qu'il faut beaucoup de sang-froid, il faut se contrôler, il faut maîtriser ses pulsions, sinon on fait des bêtises. Et aux échecs, on n'a pas de deuxième chance. Exact. Et quand on fait une erreur, on la paye cash. Oui. D'ailleurs, Sofia s'est classée deuxième. Elle a battu la championne d'Algérie et elle a perdu contre des joueuses plus faibles qu'elle. Oh, quel dommage. Ça veut dire qu'il y a un moment, si on ne se contrôle pas à 100%, on le paye. C'est ça qui fait que quand on est un champion d'échecs, on est vraiment un champion. Mais elle apprend, Ouais. Et donc, tu t'entraînes combien de fois par jour? Tu joues aux échecs tout le temps? Presque tout le temps. Je fais 9 heures par semaine. 9 heures par semaine, oui. Ouais. Et j'aime beaucoup les échecs. Ouais. Et tu vas à l'école en plus? Oui. Tu travailles bien à l'école? Oui. Ouais. Et ça te permet d'être plus intelligente, les échecs? Oui. C'est ça, hein, n'est-ce pas? Les échecs, quand on n'est pas intelligent, on le devient. Et si on est intelligent, tout le monde le sait. Ah oui, voilà. On passe à la télé, par exemple. Voilà. Et puis on remporte à la maison des coupes, on a des médailles. Je suis très contente, moi, de voir des petites filles comme ça qui s'intéressent aux échecs. Et puis, ils sont là, ils savent ce que c'est. Moi, je sais jamais, j'ai jamais essayé de jouer. Ça demande 20 minutes. Ça demande 20 minutes. C'est très facile d'apprendre à jouer aux échecs, c'est difficile d'être champion. Mais c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Alors, vous avez fait un sujet sur l'autisme. Oui. Je pense qu'on est passé sur ce plateau il y a quelques années. Tout à fait. On a expliqué comment les échecs pouvaient être un outil, premièrement, de diagnostic, parce que je suis également le médecin de la Fédération des échecs. Voilà. Donc j'ai une petite double casquette. Et donc je peux parler un peu de ce sujet. J'étais très intéressé par les deux sujets. C'est ça le problème. Premièrement, justement. On détecte, parce que la précocité du diagnostic joue un très grand rôle pour justement rattraper des problèmes de l'autisme. Nous avons des joueurs de niveau mondial autistes. Oui. Asperger, par exemple. Voilà. C'est l'intelligence, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les autistes de haut niveau. Ils ont des compétences très spéciales dans un domaine précis. Et ce n'est pas toujours que ces compétences s'expriment. Les échecs peuvent être un excellent support et ça les socialise un petit peu. Ça leur fait un petit contact avec le réel. Exactement. Alors, le fait justement d'inculquer ça très jeune aux enfants, vous vous êtes battu justement pour que ces parties d'échecs soient enseignées à l'école, par exemple. Absolument. Nous avons un programme. Oui, il y a un programme. Est-ce qu'il a été plus élargi, démocratisé? Depuis la dernière fois, nous sommes passés, grâce au soutien aussi de la Fédération internationale des échecs qui a fait un programme où l'Algérie est un point d'appui important pour la Fédération internationale des échecs. Nous avons un programme sur 185 écoles et c'est une affaire qui va concerner 6 000 élèves du primaire. Et on fait une phase nationale aux alentours du mois de juin avec la présence du président de la Fédération internationale des échecs. C'est super. Donc ça commence c'est le programme le plus important en Afrique. Très bien. Et c'est une phase 1, si vous voulez. On est plus ambitieux que ça pour la phase 2. On a donc de plus en plus, on voit des échiquiers sur notre plateau, notre écran surtout, et on voit que c'est passionnant. Alors là, tu as un jeu d'échecs classique? Normal. Normal? Oui, normal. Normal. Tu peux nous décrire les pions, chacun des pions?
Oui. Vas-y. Ça, c'est une tour. Ouais. Ça, c'est un pion. Ouais. Ça, c'est un cavalier. Ça, c'est un fou. Ça, c'est un roi. Et ça, c'est une dame. Très bien. Et qui gagne qui, en général? Des fois les blancs, des fois les noirs. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, c'est toujours un plaisir pour vous, justement, d'enseigner les jeux d'échecs à des jeunes enfants. C'est là où on a le plus de chance. Vous savez, avec l'âge, une hiérarchie mondiale s'installe, de gros moyens sont nécessaires pour être parmi le top 5 ou le top 10 mondial, mais à cet âge-là, les enfants du monde entier sont sur le même pied d'égalité. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des Algériens dans le top 5, top 10 mondial. Une fois qu'on en a eu, on a fait passer quelqu'un, Wassal Bousmaha, qui vivait en France. Qui vit toujours en France. Il a une petite sœur qui est vice-championne de France et qui va bientôt jouer sous les couleurs de l'Algérie. Donc c'est à cet âge-là que, il faut les détecter, deux, les accompagner, en faire des champions de niveau mondial avec des petits moyens. Parce qu'après, les moyens deviennent très importants. Et d'ailleurs, on ne trouve que des grands pays sur les grands podiums. Le monsieur qui parlait d'intelligence artificielle a bien expliqué quelles étaient les nations puissantes. Et c'est exactement le podium des échecs. Au dernier championnat du monde, on a eu Chine, Russie, États-Unis. Et l'équipe des États-Unis était composée de 50% d'Asiatiques, 50% de Slaves. Ça montre que les deux grandes nations au monde, c'est les Chinois et les Russes, et que les États-Unis, c'est le pays qui capte le plus de compétences au monde. Si vous suivez l'actualité, il y a un jeune Africain qui est atterri aux États-Unis. Nigeria. Voilà, Nigeria qui est champion des États-Unis, moins de 12 ans, et contre toute attente, que personne ne connaît. Qui a reçu toutes les sollicitations du gouvernement, de l'école déjà, qui va héberger sa famille. Et qui va l'aider à être encore plus champion. À 10-12 ans, il a réglé les problèmes de toute sa famille. Tout à fait. C'est très beau parce que c'est vraiment une success story et c'est tout innocent. C'est juste à travers un jeu, une compétence. Ils ont décelé l'intelligence, bien sûr, de cet enfant, qui est brillant aussi à l'école. Nous, à l'école, on ne pose plus de questions. On a presque personne à moins de 15 sur 20. C'est ça. Voilà. Tu as donc dans ton entourage des personnes avec qui tu joues ou bien uniquement à l'école? Et des fois avec mon père. D'accord. Et tu le bats? Oui. Ah, c'est bien ça. Il fait pas exprès de perdre? Non. Tu le bats très sérieusement? Oui. Tu as joué contre qui t'a donné un petit peu du fil à retordre, qui a été difficile à battre? Marouane. Oui. Qui ça? Ah, moi-même. Marouane. Oui. Qui d'autre? Et aussi... Tu joues avec des grandes personnes alors, en plus. Oui. C'est bien. Tu me bats très facilement, tu sais. Et puis qui d'autre? Et aussi mes autres profs. Ouais. Et des autres catégories. D'accord. Et tu as des copines comme ça qui disent « Apprends-nous à jouer, comment tu fais ?» Tu as des camarades comme ça qui te disent? Un peu, oui. Ouais. Tu sais jouer avec les yeux bandés ou pas encore? Non. On n'a pas encore appris ça. Pas encore, parce que ça va venir, parce qu'on en a eu une aussi. On a fait venir une qui est championne d'Algérie de sa catégorie cette année. Exact. Elle a fait 9 sur 9, c'est-à-dire elle a fait un parcours sans faute et qui va bientôt défendre les couleurs de l'Algérie dans les championnats arabes, championnats d'Afrique et peut-être même les championnats du monde. Qui sait? Voilà. Exactement, c'est formidable. Tinhinan, Abdelaziz Tinhinan. Elle était venue avec son père, qui lui est aussi psychiatre. Et il travaille justement sur ce thème-là. Il est médecin, il a une formation particulière dans les neurosciences. Voilà, c'est ça. Donc il a mis en exécution un petit peu son savoir-faire dans le monde des échecs. Et maintenant, comme Sofia, il n'arrive plus à jouer contre sa fille, elle est devenue trop forte. Trop forte, incroyable. Et pourtant, c'est lui qui l'avait initié, qui lui avait appris. Il est joueur d'échecs, assez respectable comme niveau. Tout à fait. Et elle arrivait, elle, avec les yeux bandés, à gagner contre son papa. Deux personnes. Elle a joué contre moi et son papa. Voilà. Voilà. Et ben, j'espère en tout cas que tu vas réussir à battre Marouane, déjà, et tu vas continuer à battre toutes les personnes qui vont jouer contre toi. Voilà. Voilà. Très bien.
Et on va parler un petit peu de l'actualité. Comment ça s'est passé à Tizi Ouzou? À Tizi Ouzou, on a fait des championnats d'Algérie des catégories jeunes. C'est les U8, U10, U12 dans un premier temps, puis les catégories un peu plus élevées, plus grandes en âge, U14, U16, U18. C'était final. Ça veut dire déjà il y a eu les vacances. On profite des vacances pour organiser ces compétitions. Les vacances d'hiver, ils ont fait des demi-finales. La demi-finale, Sofia était première. Très bien. En tout cas, Sofia, grand bravo pour toi. Et puis on espère que tu auras de belles parties, que tu seras encore championne, que tu reviendras quand tu seras plus grande sur notre plateau. Tu nous dis un dernier mot pour tous ceux qui te regardent? Oui. Vas-y. J'adore les jeux d'échecs. Et merci à tous de m'avoir appris. Et grâce à vous, je suis devenue vice-championne d'Algérie et championnat G 2018. Bravo, en plus tu parles très bien, c'est un plaisir. On te fait de gros bisous, moi je vais venir te faire un gros bisou. Et puis je te dis, tu embrasses ta maman je suppose, non? Et tes parents qui te regardent. Tu leur fais un coucou. Ok. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Sofia. Je rappelle Sofia Sahraoui, vice-championne de moins de 8 ans d'Algérie, bien sûr. Et j'espère qu'un jour tu seras championne du monde. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Marouane. C'est nous qui vous remercions pour tout le bien que vous faites pour notre discipline. Merci. Ce n'est pas tous les médias qui ont cette sollicitude. Alors, moi, je ne rate jamais l'occasion de remercier Canal Algérie qui nous accompagne très gentiment dans cette discipline. On continuera toujours à le faire quand on voit comme ça des exemples pareils, des graines de champions. Je rappelle que vous êtes le président de la zone Afrique des Jeux d'échecs. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Et à très bientôt. Restez avec nous. On termine l'émission. Ça y est, on est arrivé à la fin donc, de l'émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Et puis merci à toute l'équipe, bien sûr, la Régie 7. Et on se dit à demain. Au revoir. Au revoir.